Bienvenue, voyageurs des routes solitaires et des nuits sans fin. Ces récits ne sont pas de simples histoires de camionneurs disparus. Ce sont des fragments d'un mystère bien plus vaste, tissé dans l'asphalte et les ombres des autoroutes américaines. Chaque histoire est une porte entrouverte sur l'inconnu, une invitation à écouter les murmures que le vent porte entre les arbres et les lignes blanches de la route. Préparez-vous à plonger dans l'obscurité, là où la logique s'effrite et où l'impossible devient tangible. Dans l'obscurité prématinale d'un hiver du Nebraska, le camionneur vétéran Ray Hollister gara son poids lourd de 18 roues dans une aire de repos presque déserte près de l'Interstate 80. Après 14 heures sur la route, l'isolement de l'autoroute s'était infiltré dans ses os, mais il devait livrer sa cargaison à Denver avant midi le lendemain. Les prévisions météorologiques annonçaient une forte tempête de neige, alors il avait roulé plus vite que d'habitude, espérant dépasser la tempête. L'aire de repos était étrangement calme pour un jeudi soir. Seuls 2 autres camions étaient garés dans l'immense parking, tous deux sombres et silencieux. Ray se frotta les yeux fatigués et décida de prendre un café avant de dormir quelques heures dans sa cabine. En descendant de son camion, le froid glacial le frappa comme un coup physique. Les lumières du parking clignotaient au-dessus de lui, projetant d'étranges ombres allongées sur l'asphalte. À l'intérieur, les néons bourdonnaient bruyamment dans le café désert. Une serveuse d'âge moyen nommée Darlene, selon son badge, se tenait derrière le comptoir, son visage sans expression alors qu'elle y versait du café sans qu'il ne le demande. « Vous êtes le 3e ce soir », dit-elle, sa voix plate. Tous avec la même allure, épuisés, pressés. Les 2 autres sont déjà partis. Ils n'ont pas voulu attendre la tempête. Ray hocha distraitement la tête, réchauffant ses mains autour de la tasse. La tempête est si mauvaise. La chaîne météo dit que c'est la pire depuis 30 ans. La patrouille routière ferme LI 80 à l'ouest d'ici dans 1 heure. Vous serez coincé ici jusqu'au matin au moins. Elle lui glissa un menu. Mieux vaut manger quelque chose. La cuisine ferme à 22 heures. Ray commanda rapidement un repas et écouta le vent qui s'intensifiait à l'extérieur. Son délai de livraison pesait sur son esprit, mais il savait qu'il ne valait pas la peine de défier un blizzard du Nebraska. Tandis qu'il mangeait, les lumières clignotèrent à nouveau, et Darlene jeta un regard nerveux vers le plafond. « L'électricité fait ça toute la nuit », expliqua-t-elle. « Le générateur est vieux. Le propriétaire dit qu'il va le remplacer. » Elle se pencha plus près par-dessus le comptoir. « Écoutez, je ne dis pas ça d'habitude aux clients, mais si j'étais vous, je trouverais un autre endroit pour dormir cette nuit. » Ray Esserita de Manger. Que voulez-vous dire? Darlene regarda autour d'elle, bien qu'il soit complètement seul. Cet endroit a une histoire, surtout en hiver. Elle hésita. Il y a eu un incident ici en 1997. Un camionneur s'est retrouvé coincé dans une tempête comme celle-ci. Au matin, on a trouvé son camion encore en marche, mais lui avait disparu. 2 semaines plus tard, on a trouvé ce qui restait de lui à 8 km de là, dans un champ. Le rapport officiel disait qu'il s'était désorienté dans le blizzard, mais... Elle s'interrompit. « Mais quoi ?» demanda Ray, soudainement moins affamé. Mais il n'était ni le premier ni le dernier. Elle se redressa et essuya le comptoir. « Je dis juste que les routes peuvent être dangereuses, mais parfois rester sur place est pire. » Ray termina son repas rapidement, troublé par l'avertissement de Darlene, mais le considérant aussi comme du folklore local. Il paya sa note et retourna à son camion. La neige tombait maintenant abondamment, tourbillonnant dans les lumières crues du parking. Le vent hurlait entre les bâtiments, ressemblant presque à une voix humaine. À l'intérieur de sa cabine, Ray monta le chauffage et s'installa dans sa couchette. Malgré son épuisement, le sommeil lui échappait. Le vent faisait balancer son camion et des cristaux de glace tambourinaient contre ses fenêtres comme des doigts impatients. Vers 2 heures du matin, il fut réveillé en sursaut par le bruit de sa radio CB qui s'animait. Le statique remplit la cabine. Puis une voix émergea, distordue et faible. « Borne kilométrique 152, à l'aide. Il ne me laisse pas partir. » Ray se redressa, complètement alerte maintenant. La borne kilométrique 152 était exactement là où il était garé. Il saisit le micro. Ici Ray Hollister à l'aire de repos I-80. Born kilometrique 152. Qui appelle à l'aide? Terminé. Rien que du statique ne lui répondit. Puis la voix revint, plus claire cette fois. Ils viennent quand tu dors. Ils ont faim. Toujours faim. Un frisson qui n'avait rien à voir avec la température parcourut l'échine de Ray. Il scruta à travers son pare-brise givrer les autres camions dans le parking. Tous 2 étaient toujours sombres, apparemment inoccupés.
Il hésita, puis enfila son manteau épais. Quelque chose n'allait pas, et si un autre chauffeur était en difficulté, il ne pouvait pas l'ignorer. Au moment où Ray sortit de son camion, il sut qu'il avait fait une erreur. La tempête s'était intensifiée en une tempête de neige aveuglante, et le vent transperçait son manteau comme s'il n'existait pas. Il pouvait à peine voir le café à 20 mètres de distance. Il sortit sa lampe de poche de sa poche et appela, mais sa voix fut avalée par le vent hurlant. Alors que Ray luttait pour rejoindre le café, le faisceau de sa lampe capta un mouvement entre les camions garés. Une silhouette courbée et traînante se déplaçait contre la neige battante. Ray appela à nouveau, mais la silhouette ne répondit pas. Au contraire, elle sembla se dissoudre dans le blizzard. Ray atteignit la porte du café, la trouvant verrouillée. À travers le verre givré, il pouvait voir que toutes les lumières étaient éteintes. Il frappa à la porte, mais personne ne vint. Où était Darlene? L'endroit était ouvert il y a moins de 2 heures. Ray s'approcha prudemment, le faisceau de sa lampe fouillant l'intérieur de la cabine. Vide. Il monta rapidement et claqua la porte, la verrouillant immédiatement. Ses mains tremblaient alors qu'il essayait de démarrer le moteur. Rien ne se passa. La batterie était morte. La panique montant, Ray saisit son téléphone. Pas de signal. Il chercha la radio CB pour faire un appel d'urgence, pour la trouver morte également. Tout l'électronique de son camion avait tombé en panne simultanément. Il était piégé dans une boîte de métal au milieu d'un blizzard, complètement coupé du monde extérieur. Un léger bruit sur le toit de sa cabine le figea, puis un autre. Des pas se déplaçant lentement au-dessus de son camion. Ray retint son souffle, le couteau serré fermement dans sa main. Les pas s'arrêtèrent directement au-dessus de sa tête. Puis vint le grattement, lent, délibéré, comme de longs ongles traînant sur le métal. Ray regarda vers le haut, horrifié, alors que le toit de sa cabine commençait à s'enfoncer, quelque chose appuyant avec une force impossible. Une fissure apparut sur son pare-brise, se propageant comme une toile d'araignée sur le verre. L'air froid sifflait à travers, portant des flocons de neige, et cette même voix chuchotante qu'il avait entendue dans le vent. Mais maintenant il pouvait comprendre les mots. Nous t'attendions, Ray. Si longtemps sur la route, seul. Mais tu n'es plus seul maintenant. Le pare-brise vola en éclats vers l'intérieur. Et le blizzard s'engouffra dans la cabine. Avec lui vinrent des figures sombres et émaciées, leurs peaux pâles comme la neige, les yeux reflétant la lumière tamisée comme des animaux. Leurs bouches, trop larges, remplies de trop de dents, s'étirèrent en sourires affamés. Le camion de Ray Hollister fut retrouvé 3 jours plus tard, quand l'autoroute rouvrit. Le blizzard s'était finalement calmé. La cabine était vide, le pare-brise brisé, l'intérieur rempli de neige. Ray lui-même fut découvert 2 semaines plus tard par un fermier à 8 km de là, dans un champ ouvert. Le rapport officiel citait la désorientation dans le blizzard et l'hypothermie comme cause du décès. L'officier de la patrouille routière, M. Jennings, premier sur les lieux, n'a jamais inclus dans son rapport les étranges griffures profondes sur le toit du camion, ni le fait que la radio CB de Ray était réglée sur une fréquence hors service depuis 1997. Il n'a jamais mentionné non plus que lorsqu'on a trouvé le corps de Ray, son expression était figée dans un rictus de terreur, et ses yeux, selon le médecin légiste qui a ensuite quitté son emploi et déménagé en Floride, étaient devenus complètement blancs, comme s'il avait regardé quelque chose qu'aucun homme ne devrait jamais avoir à voir. À ce jour, les camionneurs le long de tel I-80 au Nebraska évitent cette aire de repos particulière, surtout en hiver. Ils partagent l'histoire de Ray Hollister sur leur CB comme un avertissement. Certains disent que pendant les blizzards, si vous réglez sur l'ancienne fréquence d'urgence, vous pouvez toujours entendre la voix de Ray crépiter à travers le statique. Ils viennent quand tu dors. Ils ont faim. Toujours affamés. Le 17 mai 2011, le camionneur longue distance John Lawson partit de Birmingham, Alabama avec une pleine cargaison de fournitures de nettoyage industriel destinées à un centre de distribution à Phoenix, Arizona. Le conducteur vétéran de 43 ans avait effectué cette route transcontinentale des dizaines de fois au cours de ses 15 ans chez Southern Cross Logistics. Connu pour sa fiabilité, Lawson avait un dossier de sécurité impeccable et était méticuleux quant au respect de son emploi du temps et de ses protocoles de communication. Le voyage commença de manière routinière. Lawson donna des nouvelles à la répartition alors qu'il entrait au Mississippi, ne notant qu'un trafic léger et un temps clair. Sa dernière communication programmée eut lieu alors qu'il passait par Little Rock, Arkansas, où il confirma qu'il ferait son arrêt de repos nocturne au Blue Mesa Truck Plaza juste à l'est d'Oklahoma City, comme il l'avait fait lors de ses précédents trajets. Quand Lawson ne donna pas de nouvelles le lendemain matin, sa répartitrice, Marlo Winters, ne fut pas immédiatement inquiète. La couverture cellulaire était intermittente dans certaines parties de l'ouest de l'Oklahoma,
et les chauffeurs manquaient occasionnellement leur point de contrôle quand les signaux tombaient. À midi, cependant, le traceur GPS sur le camion de Lawson le montrait toujours au Blue Mesa Truck Plaza, 12 heures après son arrivée et 4 heures après son heure de départ prévue. Winters fit plusieurs tentatives pour joindre Lawson par téléphone portable et radio CB, toutes infructueuses. Suivant le protocole de l'entreprise, elle contacta le Truck Plaza. Le gérant, Bill Haskell, accepta de vérifier le parking. Son rappel 15 minutes plus tard marqua le début d'un mystère qui reste non résolu à ce jour. Son camion est là, exactement où il aurait dû se garer, rapporta Haskell. Moteur froid, aucun signe du conducteur. Porte verrouillée, mais son carnet de bord et son téléphone portable sont encore à l'intérieur. C'est comme s'il avait simplement disparu. La police locale fut appelée pour enquêter. L'officier Dwayne Mersey arriva sur les lieux et documenta plusieurs découvertes inhabituelles. Le camion était en effet verrouillé avec les effets personnels de Lawson, y compris son portefeuille, son téléphone portable et son carnet de bord toujours à l'intérieur de la cabine. La dernière entrée dans le carnet de bord, faite à 21h42 la veille au soir, disait simplement « Arrivée Blue Mesa. Quelque chose ne va pas ici ». Les images des caméras de sécurité ajoutèrent aux inquiétudes croissantes. La vidéo montra le camion de Lawson entrant dans le plaza à 21h38. 4 minutes plus tard, correspondant à l'entrée de son carnet de bord, Lawson sortit de sa cabine et se tint à côté de son camion, semblant scanner le parking. Il marcha ensuite vers le bâtiment principal, mais s'arrêta soudainement à mi-chemin. Les images le montrèrent tournant vivement à sa gauche, regardant fixement une zone sombre du parking, non couverte par les caméras de sécurité. Après environ 20 secondes, Lawson changea brusquement de direction et marcha avec détermination vers cette zone sombre. Il ne réapparut jamais sur aucune des caméras de sécurité du Truck Plaza. L'enquête s'intensifia alors que la police d'État de l'Oklahoma devenait impliquée. La détective Sarah Reeves prit en charge l'affaire et ordonna une recherche approfondie du Truck Plaza et des environs. Les chiens cadavres ne trouvèrent aucune preuve de restes humains. Le médicament contre la tension artérielle de Lawson fut trouvé dans son camion, suggérant qu'il n'avait pas prévu de partir longtemps. Ses relevés bancaires ne montrèrent aucune activité après sa disparition. Son téléphone portable n'avait pas été utilisé depuis un appel à sa femme à 20h14 ce soir-là, alors qu'il était encore sur la route. Ce que les enquêteurs trouvèrent particulièrement troublant furent les témoignages d'autres chauffeurs qui avaient été au Blue Mesa Truck Plaza cette nuit-là. 3 camionneurs différents rapportèrent des expériences inhabituelles dans les heures précédant et suivant la disparition de Lawson. Kevin Brantley, qui s'était garé 2 espaces plus loin que Lawson, dit au détective qu'il avait vu des lumières inhabituelles dans la zone boisée derrière le Truck Plaza vers 21h30. Pas comme des phares ou des lampes de poche, déclara Brantley dans son rapport officiel. Plus comme des pulsations bleu-blanc. J'ai pensé que c'était peut-être des travaux électriques, mais ça m'a donné la chair de poule. J'ai verrouillé mes portes et tiré mes rideaux. Une autre conductrice, Maria Fuentes, rapporta avoir entendu un son comme du métal se déchirer vers 22h, environ 15 minutes après que Lawson fut vu pour la dernière fois sur caméra. J'ai regardé par ma fenêtre, mais je ne pouvais rien voir, dit-elle aux enquêteurs. Le truc étrange, c'est que tous les chiens du plaza se sont mis à hurler en même temps. Ça fait 12 ans que je conduis et je n'ai jamais entendu quelque chose comme ça. Peut-être le plus inquiétant fut le témoignage du chauffeur vétéran Paul Davenport, qui avait été garé dans l'espace directement à côté de Lawson. J'étais à moitié endormi quand j'ai entendu quelqu'un à l'extérieur de mon camion, rapporta Davenport. J'ai pensé que c'était quelqu'un qui essayait de forcer l'entrée, alors j'ai pris ma lampe de poche et regardé dehors. Il y avait un homme debout entre mon camion et le suivant, regardant fixement la fenêtre de l'autre conducteur. Quand j'ai éclairé avec ma lampe, il s'est tourné vers moi. Mais Davenport s'était arrêté ici dans sa déclaration, visiblement mal à l'aise. Pressé par la détective Reeves, Davenport continua. Son visage n'était pas normal. Il était trop lisse, comme un mannequin, mais humide. Les yeux reflétaient ma lampe de poche comme ceux d'un animal. J'ai lâché ma lampe, et quand je l'ai ramassée, il avait disparu. L'enquête s'étendit pour considérer de multiples possibilités. Une urgence médicale semblait peu probable, car aucun patient John Doe correspondant à la description de Lawson n'avait été admis dans un hôpital dans un rayon de 160 km. Une activité criminelle fut considérée. Mais Lawson n'avait pas d'ennemis connus, pas de dette substantielle, et aucune implication dans des activités illégales selon des vérifications approfondies. La possibilité d'une disparition volontaire fut largement écartée sur la base des liens familiaux solides de Lawson, de sa stabilité financière, et du fait qu'il avait laissé tous ses effets personnels derrière lui. 5 jours après le début de l'enquête, une autre preuve émergea quand la détective Reeves découvrit que Lawson avait fait un bref appel téléphonique à 21h40,
juste avant sa dernière entrée dans le carnet de bord. L'appel était à un autre camionneur, Raymond Wilson, un ami de longue date. Wilson fut retrouvé à un point de livraison à Kansas City. John m'a appelé cette nuit-là en ayant l'air étrange, confirma Wilson. Il a demandé si je me souvenais des histoires que son grand-père racontait sur les gens de la route. J'ai dit, bien sûr. Tous les vieux racontaient des histoires sur des autostoppeurs fantômes et tout ça. Il est devenu très silencieux, puis a dit, je pense que j'en regarde un en ce moment. Ils sont réels, Ray. Puis l'appel a été coupé. J'ai essayé de rappeler, mais sans réponse. J'ai pensé qu'il était fatigué et voyait des choses. Les camionneurs ont parfois une hypnose de la route. La référence aux gens de la route incita les enquêteurs à interroger la famille de Lawson sur ces histoires. Sa veuve, Helen Lawson, expliqua que le grand-père de John avait été camionneur dans les années 1950 et 60 et racontait souvent des histoires sur des êtres surnaturels qui s'attaquaient aux conducteurs isolés. C'était juste du vieux folklore, insista Helen. John ne prenait jamais ces histoires au sérieux. Il se moquait des superstitions de son grand-père. L'affaire se refroidit au fur et à mesure que les semaines passaient. Les recherches s'étendant sur 8 km dans toutes les directions depuis le Truck Plaza n'aboutirent à rien. Les empreintes dentaires et l'ADN de Lawson furent entrés dans des bases de données nationales pour les restes non identifiés sans résultat. 8 mois après la disparition, la police d'État de l'Oklahoma classa l'affaire comme inactive, bien que techniquement toujours ouverte. Puis, au premier anniversaire de la disparition de Lawson, un ouvrier d'entretien nettoyant les déchets de la zone boisée derrière le Blue Mesa Truck Plaza fit une découverte troublante. Coincée haut dans la fourche d'un arbre à environ 4,5 mètres du sol, se trouvait la casquette distinctive de camionneur de Lawson. Une casquette rouge en filet avec un patch Southern Cross Logistique. La casquette ne montrait aucun dommage dû aux intempéries malgré avoir été exposée aux éléments pendant un an. Plus inquiétant, la bande intérieure de la casquette contenait une série de marques que le laboratoire de police confirma avoir été faites par des ongles humains. Comme si la casquette avait été arrachée violemment de la tête de Lawson alors qu'il essayait désespérément de s'y accrocher. Cette découverte incita à une nouvelle recherche de la zone, mais aucune autre preuve ne fut trouvée. À ce jour, la disparition de John Lawson reste non résolue. Son camion, rendu à Southern Cross Logistique, fut finalement vendu à une autre entreprise. De multiples chauffeurs refusèrent d'opérer le véhicule, rapportant des pannes électriques étranges et des zones de froid inexpliquées dans la cabine. Le Blue Mesa Truck Plaza a depuis été rénové et renommé, mais de nombreux camionneurs évitent encore d'y passer la nuit. Ceux qui connaissent l'histoire de John Lawson maintiennent une tradition de laisser leurs lumières extérieures allumées quand ils sont garés là. Un petit geste de solidarité pour un collègue conducteur qui a disparu dans l'obscurité, ajoutant un autre chapitre au folklore des routes solitaires de l'Amérique. Comme la détective Reeves, maintenant à la retraite, l'a noté dans son rapport final. En 30 ans d'application de la loi, je n'ai jamais rencontré une affaire avec si peu de réponses. Les gens ne disparaissent pas simplement sans laisser de traces. Sauf quand ils le font. Dans les premières heures du 12 septembre 2018, le camionneur vétéran Marcus Wheeler gara son Kenworth T680 dans une aire de repos en bord de route le long d'un tronçon isolé de l'autoroute 95 dans le nord du Nevada. Le conducteur de 47 ans de Tulsa, Oklahoma effectuait son transport transcontinental régulier, transportant des pièces automobiles de Détroit à Sacramento. Selon son dispositif de journal électronique, Wheeler avait conduit pendant juste moins de sa limite légale de 11 heures et s'était arrêté pour se conformer aux réglementations de repos obligatoires. Le camion de Wheeler était équipé d'une technologie de suivi moderne, y compris GPS et un système télématique avancé qui transmettait des mises à jour régulières à son employeur, Continental Transport Service. Le système enregistra Wheeler arrivant à l'aire de repos à 2h17 du matin et éteignant son moteur à 2h19. Ce qui se passa dans les heures qui suivirent deviendrait l'une des affaires de personnes disparues les plus déroutantes de l'histoire récente du Nevada. La première indication que quelque chose n'allait pas vint à 14h30 le jour suivant, quand Wheeler ne donna pas de nouvelles à la répartition pour son départ programmé. Le protocole de sécurité de Continental Transport exigeait que les chauffeurs confirment leur statut avant de reprendre leur route. Après plusieurs tentatives infructueuses de joindre Wheeler par téléphone, la superviseure de répartition Ella Mercé contacta la patrouille routière du Nevada pour demander une vérification de bien-être. Le soldat James Callahan arriva à l'aire de repos vers 16h15. Il localisa le camion de Wheeler exactement où les coordonnées GPS l'avaient placé. Le véhicule était verrouillé sans signe d'effraction ou de lutte. Le carnet de bord de Wheeler montrait une entrée finale à 2h25 du matin, notant simplement « Aire de repos, reprendra à 14h ». Ses effets personnels, y compris son portefeuille contenant $342 en espèces, son téléphone portable et un sandwich à moitié mangé,
furent trouvées intactes dans la cabine. Ses clés manquaient. La scène était inhabituelle dès le départ. Le soldat Callahan déclara plus tard dans son rapport officiel. Il n'y avait aucune indication de lutte, aucune preuve de sang, aucun signe de vol. Il semblait que le conducteur avait simplement sorti de son véhicule et disparu. L'aire de repos où Wheeler disparut était particulièrement isolée. Située dans un tronçon désertique d'autoroute avec la ville la plus proche, Winmucca, à plus de 80 km de distance. L'endroit n'avait pas de caméras de sécurité ni de personnel permanent. 3 autres camions avaient été garés à l'aire de repos cette nuit-là. Selon la feuille de journal maintenue par le département des transports, les enquêteurs retracèrent et interviewèrent les 3 conducteurs. Leurs témoignages ajoutèrent des détails étranges à l'affaire déjà déroutante. Loretta Jenkins, conduisant pour une entreprise de marchandises réfrigérées, rapporta s'être garée à l'aire de repos d'environ 1h à 5h du matin. Je me souviens du Kenworth entrant parce que sa lumière a balayé ma cabine et m'a réveillé, dit Jenkins aux enquêteurs. Rien ne semblait inhabituel, mais vers 3h du matin, je me suis réveillé à nouveau parce que mon chien devenait fou, aboyant et griffant ma porte. J'ai regardé dehors, mais je ne pouvais rien voir. La nuit était inhabituellement sombre à cause de la couverture nuageuse, pas de lune ni d'étoiles. La seule chose que j'ai remarquée était qu'il n'y avait pas de lumières allumées dans les autres camions, y compris le Kenworth, ce que j'ai trouvé étrange puisqu'il venait d'arriver 1 heure plus tôt. Un autre conducteur, Hector Ramirez, fournit un témoignage plus troublant. J'avais du mal à dormir et étais assis dans ma cabine buvant du café vers 3h15 du matin quand j'ai vu un faisceau de lampes de poche se déplaçant à travers l'aire de stationnement. Il semblait venir de la direction des toilettes et se diriger vers les camions. La lumière disparut près du camion de Wheeler. Environ 10 minutes plus tard, j'ai entendu ce qui ressemblait à du métal grinçant contre du métal. Pas fort, mais distinct. J'ai supposé que quelqu'un avait des problèmes mécaniques. Je me suis assoupi après ça et quitté l'aire de repos vers 6h du matin. Le camion de Wheeler était toujours là, mais je n'ai vu aucun signe du conducteur. Le 3e conducteur, Martin Frazier, avait quitté l'aire de repos à 23h30 la nuit précédente avant l'arrivée de Wheeler, mais fournit aux enquêteurs des informations inhabituelles sur l'endroit lui-même. Cette aire de repos particulière a une mauvaise réputation parmi les camionneurs, expliqua Frazier. Il y a des rumeurs depuis des années sur des expériences étranges là-bas. Des pannes électroniques, des sons inhabituels, des sensations d'être observés. La plupart des chauffeurs vétérans évitent de s'y arrêter après la tombée de la nuit s'ils le peuvent. Je ne me suis arrêté que pour utiliser les toilettes et je n'y aurais pas passé la nuit. La patrouille routière du Nevada lança une opération de recherche complète couvrant un rayon de 8 km depuis l'aire de repos. Les chiens cadavres, les hélicoptères équipés d'imagerie thermique et des dizaines d'officiers à pied ne trouvèrent aucune trace de Wheeler. L'absence de toute empreinte de pas s'éloignant de l'aire de repos déconcerta particulièrement les enquêteurs car le terrain environnant consistait principalement en du sable fin du désert qui aurait dû préserver les traces. L'analyse ADN du camion de Wheeler révéla une autre anomalie. Une série d'empreintes digitales trouvées sur la poignée de porte-côté passager ne correspondait ni à Wheeler ni à aucun individu dans la base de données criminelle. Plus inquiétant fut la découverte d'une substance non identifiée sur le siège du conducteur. Un liquide visqueux transparent que les analystes médico-légaux ne purent immédiatement identifier. Il ne contenait pas d'ADN humain ni de marqueurs biologiques communs, mais avait des propriétés similaires au silicone industriel. En 23 ans avec la patrouille routière, je n'ai jamais rencontré une substance comme celle-ci, déclara la spécialiste médico-légale Dana Holloway. Il ressemblait à du mastic silicone, mais contenait des composés organiques qui ne correspondent à aucun produit commercial connu. L'enquête prit un tournant encore plus étrange quand les enquêteurs récupérèrent les données du téléphone portable de Wheeler. La dernière activité de l'appareil fut à 2h58 du matin. Un enregistrement vocal de 40 secondes que Wheeler avait apparemment fait, mais jamais envoyé à personne. La qualité audio était médiocre avec une interférence statique significative, mais la voix de Wheeler était reconnaissable. Dans l'enregistrement, Wheeler parle d'un ton feutré et urgent. Il y a quelque chose là dehors qui observe les camions. Ça tourne en rond, restant juste à la limite de ce que je peux voir. Pas un animal, pas un humain non plus. Je vais verrouiller. Et l'enregistrement se termine brusquement avec un son que les experts audio décrivirent comme un changement de fréquence rapide à travers plusieurs bandes, suivi de plusieurs secondes de ce qui semblait être une interférence lourde. La femme de Wheeler depuis 22 ans, Patricia, fournit aux enquêteurs un contexte supplémentaire qui compliqua l'affaire davantage. Elle révéla que dans les semaines précédant sa disparition, Marcus avait mentionné des expériences inhabituelles pendant ses conduites nocturnes. Il m'a appelé environ 2 semaines avant qu'il ne disparaisse, semblant secoué, raconta Patricia Wheeler au détective.
Il a dit qu'il conduisait à travers le Nevada quand le système électrique de son camion a commencé à tomber en panne, les lumières clignotant, la radio changeant de station toute seule. Il a dit qu'il avait le sentiment d'être suivi, mais quand il s'arrêtait et regardait autour, il n'y avait rien. J'ai suggéré qu'il était peut-être trop fatigué et avait besoin de plus de repos, mais il insistait sur le fait que quelque chose n'allait pas avec ce tronçon d'autoroute. Patricia fournit également aux enquêteurs un journal que son mari tenait dans la cabine de son camion, qui ne faisait pas partie des objets récupérés du véhicule. Selon Patricia, Marcus avait commencé à documenter des occurrences étranges le long de sa route dans le journal environ 3 mois avant sa disparition. Le journal lui-même ne fut jamais trouvé. 6 jours après le début de l'enquête, une autre preuve émergea quand un ouvrier du département des transports du Nevada découvrit la casquette de camionneur de Wheeler à environ 800 mètres de l'aire de repos. La casquette fut trouvée au sommet d'un Joshua Tree, à près de 3,6 mètres du sol sans explication évidente de comment elle s'était retrouvée là. Aucun autre objet appartenant à Wheeler ne fut trouvé dans les environs. L'affaire attira l'attention de diverses parties, y compris des chercheurs de phénomènes inexpliqués. Le docteur Eleanor Richard, professeur de folklore à l'Université du Nevada, qui se spécialise dans les légendes régionales, nota des similitudes entre la disparition de Wheeler et les histoires locales. Il y a une légende persistante dans cette région sur ce que les camionneurs appellent le « mile silencieux », un tronçon d'autoroute où les appareils électroniques tombent en panne et les conducteurs expérimentent des trous de mémoire, expliqua le docteur Richard. Ces histoires datent des années 1970 et impliquent souvent des rapports de lumières inhabituelles et de pannes de véhicules inexpliquées. Bien que j'aborde de tels récits d'une perspective folklorique, il vaut la peine de noter que l'aire de repos où Wheeler a disparu se situe dans la zone traditionnellement associée à ces légendes. L'enquête officielle resta concentrée sur les explications conventionnelles. Les enquêteurs considérèrent la possibilité que Wheeler se soit aventuré dans le désert, peut-être désorienté par la fatigue ou des problèmes médicaux, et ait succombé à l'environnement hostile. Cependant, les efforts de recherche approfondis rendaient ce scénario de plus en plus improbable. Ils explorèrent aussi la possibilité d'un acte criminel. Bien que l'absence de toute preuve de lutte ou de vol compliquait cette théorie, l'affaire de Wheeler reste officiellement classée comme une enquête ouverte sur une personne disparue. Continental Transport Service installa une plaque commémorative à leur siège de Tulsa, honorant les 12 ans de service de Wheeler avec l'entreprise. Son camion fut finalement remis en service après un nettoyage approfondi, bien que plusieurs chauffeurs aient demandé des transferts plutôt que d'opérer le véhicule. Peut-être l'épilogue le plus troublant de l'affaire 28 mois après la disparition de Wheeler quand le soldat Callahan, qui avait été le premier à répondre sur les lieux, soumit sa démission de la patrouille routière du Nevada. Selon des collègues, Callahan était devenu de plus en plus obsédé par l'affaire, passant ses heures de congé à l'aire de repos où Wheeler avait disparu. Sa lettre de démission contenait un dernier paragraphe cryptique que les autorités déclinèrent de rendre public, mais qui fut ensuite divulgué à un journal local. « J'ai passé 20 nuits à surveiller cette aire de repos maintenant. J'ai vu ce qui vient là après 3 heures du matin. Je ne peux pas ne pas le voir. Je ne peux pas l'expliquer. Et je ne peux pas continuer à prétendre que nous avons affaire à une affaire ordinaire de personnes disparues. Quoi qu'ait pris Marcus Wheeler cette nuit-là, c'est que je l'ai vu. Et je ne serai pas loin derrière lui. » Callahan déménagea en Oregon peu après et a décliné toutes les demandes d'interview. L'aire de repos où Marcus Wheeler a disparu fut définitivement fermée par le département des transports du Nevada en janvier 2020, citant des préoccupations structurelles et des problèmes d'entretien. Le site reste abandonné, marqué seulement par de l'asphalte en ruine et le mémorial occasionnel laissé par des camionneurs qui se souviennent du conducteur qui a disparu dans la nuit du désert. À ce jour, de nombreux conducteurs longue distance refusent de voyager ce tronçon de l'autoroute 95 après la tombée de la nuit, créant leur propre détour qui ajoute des heures à leur voyage. Mais, comme l'a dit un camionneur vétéran, au moins ça garantit que vous atteindrez votre destination. Dans la nuit du 28 octobre 2013, le camionneur longue distance Frank Mercé effectuait sa route régulière à travers les montagnes Appalaches de l'est du Kentucky. Le conducteur de 51 ans de Roanoke, Virginie, travaillait pour Eastern Freight Lines depuis plus de 20 ans, connu parmi ses collègues pour sa ponctualité inébranlable et son attention méticuleuse aux protocoles de sécurité. Son dossier de conduite irréprochable rendit ce qui arriva cette nuit-là d'autant plus déconcertant. Mercé transportait une cargaison d'appareils électroménagers d'un centre de distribution de Cincinnati vers des points de vente à travers la Virginie. Selon son dispositif de journal électronique, il avait été sur la route pendant environ 9 heures quand il tourna sur la route d'État 17 du Kentucky, une route à 2 voies sinueuses qui traverse l'un des tronçons les plus isolés des montagnes Appalaches. Les résidents locaux l'appellent simplement la route 17. Selon la procédure standard, Mercé avait donné des nouvelles à la répartition à 20h45, confirmant sa position et son heure d'arrivée estimée à son prochain arrêt programmé.
Lisa Taney, la répartitrice de nuit pour Eastern Freight, ne nota rien d'inhabituel à propos de l'appel. Frank semblait complètement normal, dit-elle plus tard aux enquêteurs. Il mentionnait du brouillard qui s'installait, mais disait que la visibilité était encore adéquate. Ses derniers mots furent « Je devrais être à travers les montagnes dans environ 1 heure si le temps le permet ». À 21h17, le système de suivi GPS sur le camion de Mercer enregistra un arrêt inattendu. L'emplacement était approximativement à 37 km le long de la route 17, une section sans aire de repos désignée ni service. Le camion resta stationnaire pendant 6 minutes avant de reprendre le mouvement. Cet bref arrêt ne fut pas enregistré manuellement par Mercer, ce qui était inhabituel étant donné sa réputation pour la documentation. À 21h36, le camion de Mercer s'arrêta à nouveau, cette fois sur une section droite de route avec une large bande d'arrêt d'urgence. Le système informatique embarqué du camion enregistra que les freins avaient été appliqués soudainement avec une force suffisante pour déclencher le système d'alerte d'urgence automatique du véhicule. La répartition tenta immédiatement de contacter Mercer par radio et téléphone portable, mais ne reçut aucune réponse. Suivant le protocole pour les alertes d'urgence, Eastern Freight contacta la police d'État du Kentucky, qui envoya le soldat Michael Harding sur les lieux à 21h52. Ce que Harding découvrit deviendrait le centre d'une enquête qui reste ouverte à ce jour. Le camion de Mercer fut trouvé exactement où le GPS l'avait indiqué, correctement garé sur la bande d'arrêt d'urgence avec les feux de détresse toujours clignotants. Le moteur tournait. La porte côté conducteur était fermée mais non verrouillée et la lumière intérieure de la cabine était allumée. Mercer n'était nulle part trouvé. Son téléphone portable, son portefeuille et son carnet de bord restaient dans la cabine. Sa veste était toujours accrochée au dossier du siège du conducteur, malgré les températures proches du gel à l'extérieur. L'aspect le plus déroutant de la scène, comme le nota le soldat Harding dans son rapport initial, était l'absence complète d'empreintes de pas ou de perturbations dans les épaulettes de gravier entourant le camion. Une légère pluie était tombée depuis plusieurs heures, laissant le sol assez mou pour enregistrer des impressions. Pourtant, il n'y avait aucun signe indiquant que Mercer ou quiconque avait marché loin du véhicule. C'était comme s'il avait simplement disparu de l'intérieur de la cabine, écrivit Harding. Je suis avec la police d'État depuis 12 ans et je n'ai jamais rencontré une scène comme celle-ci. L'enquête s'intensifia alors que des officiers supplémentaires arrivaient. La caméra de tableau de bord du camion, qui aurait dû enregistrer en continu, contenait des images qui se terminaient brusquement à 21h22, 14 minutes avant que le camion ne fasse son arrêt final. Les dernières images ne montraient rien que la route vide devant, bien que l'audio captura ce que les enquêteurs décrivirent comme un bruit de bourdonnement inhabituel à basse fréquence qui commença approximativement 30 secondes avant que l'enregistrement ne se termine. Les spécialistes techniques d'Eastern Freight confirmèrent que le système de caméra n'avait pas dysfonctionné, mais avait été manuellement éteint. Cette action nécessitait d'entrer un code spécifique connu seulement du conducteur et de la direction de l'entreprise, une fonction de sécurité conçue pour prévenir la falsification. À l'intérieur de la cabine, les techniciens médico-légaux ne trouvèrent aucune preuve de lutte ou de violence. Cependant, ils découvrirent quelque chose d'inhabituel sur le pare-brise. Une série de marquages sur le verre intérieur qui semblaient avoir été faits par des doigts humains traînant à travers la surface. L'analyse révéla que les marquages contenaient des traces d'ADN de Mercer, confirmant qu'ils avaient été faits par lui. Le motif suggérait des mouvements frénétiques et désespérés. L'enquête prit un tournant encore plus déroutant quand les officiers examinèrent les images d'une caméra d'entretien routier située approximativement 3 km avant le point où le camion de Mercer fit son arrêt final. La vidéo granuleuse en noir et blanc montra le camion passant à 21h31, voyageant à vitesse normale. Cependant, un examen attentif des images révéla une anomalie. La cabine éclairée semblait contenir 2 figures plutôt qu'une. En raison de la mauvaise qualité de l'image, les enquêteurs ne purent pas identifier définitivement la deuxième figure ou déterminer sa nature. Alors que la recherche de Mercer s'étendait, les enquêteurs interviewèrent des résidents vivants à proximité de la route 17. Plusieurs témoignages ajoutèrent un contexte troublant à la disparition. La résidente locale Eleanor Whittaker, dont la ferme se trouvait approximativement à 400 mètres d'eux où le camion de Mercer fut trouvé, rapporta des expériences inhabituelles la nuit en question. Vers 21h30, toute l'électricité dans ma maison a clignoté et ma ligne téléphonique est tombée, déclara la femme de 72 ans. Ça arrive parfois pendant les tempêtes, mais le temps n'était pas assez mauvais pour ça. Ce qui m'a vraiment effrayé, c'est mes chiens. J'ai 3 chiens de chasse qui aboient à tout ce qui bouge. Et ils se sont tous mis à hurler en même temps. Pas aboyer, mais ce hurlement lugubre que les chiens font quand ils ont peur. Ils n'ont pas arrêté pendant près de 10 minutes. J'ai vécu ici toute ma vie, et je ne les ai jamais entendus s'emporter comme ça. Un autre local, James Harmon,
qui travaillait le quart de nuit dans une opération minière à 8 km de la Seine, rapporta avoir vu des lumières inhabituelles dans le ciel autour du moment de la disparition de Mercé. Ce n'étaient pas des lumières d'aéronefs, insista Harmon. C'était différente. Des lumières bleu-blanc pulsantes qui se déplaçaient trop vite et de manière trop erratique. J'ai vu plein d'hélicoptères et d'avions ici, et ce n'était pas du tout comme ça. Peut-être le plus significatif fut le témoignage de Calvin Tucker, un camionneur à la retraite qui avait conduit pour Eastern Freight jusqu'en 2010. Tucker contacta les enquêteurs après avoir entendu parler de la disparition de Mercé aux informations. « Frank m'a appelé 3 semaines avant qu'il ne disparaisse », révéla Tucker. « Nous n'avions pas parlé depuis des mois, mais il voulait me demander à propos de la route 17. J'ai conduit cette route pendant 15 ans, et Frank savait que j'avais eu des expériences étranges là-bas. Il disait que sa radio captait des voix parlant, ce qui ressemblait à de l'anglais à l'envers. Quand il conduisait ce tronçon, ses lumières s'éteignaient sans raison. 2 fois son moteur s'était complètement arrêté pour redémarrer quelques minutes plus tard sans explication. Il m'a demandé si j'avais déjà vécu quelque chose de similaire, et j'ai dû lui dire oui. La plupart des conducteurs qui empruntent régulièrement la route 17 ont des histoires. C'est pourquoi t'en refuses les courses de nuit par là. La recherche de Frank Mercé continua pendant 3 semaines avec des équipes peignant le terrain montagneux fortement boisé entourant la route 17. Les chiens cadavres, l'équipement d'imagerie thermique et des dizaines de volontaires n'aboutirent à aucune trace. C'était comme si Mercé avait complètement disparu de la surface de la Terre. La seule preuve physique supplémentaire récupérée 22 mois après la disparition quand un randonneur trouva la casquette Eastern Freight de Mercé coincée dans les branches d'un arbre à près de 9 mètres du sol, approximativement à 800 mètres d'eux où son camion avait été abandonné. La casquette ne montrait aucune altération ou dommage malgré avoir été exposée aux éléments pendant des mois. L'enquête officielle reste ouverte mais inactive. De multiples théories ont été proposées pour expliquer la disparition de Mercé, allant de l'abandon volontaire à un acte criminel, mais aucune ne rend compte adéquatement de toutes les preuves. L'absence d'empreintes de pas, la mystérieuse deuxième figure dans les images de la caméra de circulation et la caméra de tableau de bord manuellement désactivée. Eastern Freight Lines a depuis mis en œuvre une politique exigeant que les conducteurs voyagent sur la route 17 par paire, bien que de nombreux conducteurs refusent simplement les missions incluant cette route, particulièrement la nuit. L'entreprise installa une petite plaque commémorative près du site où le camion de Mercé fut trouvé, l'une de plusieurs telles plaques qui parsèment maintenant la longueur de la route 17. En 2015, la police d'État du Kentucky publia une partie limitée de l'audio récupéré de la caméra de tableau de bord de Mercé dans l'espoir que quelqu'un reconnaisse le son de bourdonnement inhabituel capturé dans les dernières secondes de l'enregistrement. Les experts en analyse audio de l'Université du Kentucky décrivirent le son comme mécanique par nature, mais non conforme à aucun moteur de véhicule ou d'aéronef connu. À ce jour, la source du son reste non identifiée. La femme de Frank Mercé, Caroline, continue de réclamer des réponses. Frank n'était pas le genre d'homme à abandonner son camion ou sa famille, déclara-t-elle dans une récente interview. Quelque chose s'est passé sur cette route cette nuit-là, quelque chose que les autorités ne peuvent ou ne veulent pas expliquer. Tout ce que je sais, c'est que mon mari est parti pour une conduite routinière qu'il avait faite des centaines de fois avant et qu'il n'est jamais rentré à la maison. Le tronçon de la route d'État 17 du Kentucky, où Mercé a disparu, a développé une réputation notoire parmi les camionneurs. Beaucoup refusent de l'emprunter après la tombée de la nuit, créant de longs détours qui coûtent du temps et du carburant. Ceux qui la conduisent rapportent des pannes électroniques, des interférences radio, et la sensation persistante d'être observés. Comme l'a dit le conducteur vétéran Samuel Reeves, il y a certains tronçons d'autoroute à travers ce pays qui ont accumulé trop d'histoires, trop de conducteurs disparus, trop d'événements inexpliqués. La route 17 est en haut de cette liste. Quoi qu'il soit arrivé à Frank Mercé là-bas, je peux vous dire ceci, ce n'était pas ordinaire. Et ce n'était pas la première fois que quelque chose comme ça s'est produit là-bas. Les montagnes de l'Est du Kentucky gardent bien leurs secrets. Dans la nuit du 3 février 2016, le chauffeur de camion vétéran d'Al Morrison partit d'une installation d'expédition à Portland, Oregon, transportant un conteneur de composants électroniques destiné à un fabricant de technologie à San José, Californie. Le conducteur de 49 ans travaillait pour Pacific Northwest Transport depuis près de 17 ans avec un dossier de sécurité impeccable et une réputation de fiabilité. Sa route programmée l'emmènerait vers le sud le long de l'Interstate 5, un voyage qu'il avait fait des centaines de fois tout au long de sa carrière. Selon le système de journal numérique de l'entreprise, le voyage de Morrison commença sans incident. Il donna des nouvelles à la répartition à intervalles réguliers, rapportant un temps clair et un trafic léger alors qu'il entrait en Californie du Nord. Sa dernière communication de routine vint à 23h42 alors qu'il passait par Redding, Californie. À ce moment,
Morrison confirma son intention de continuer à conduire pendant encore 1 heure avant de s'arrêter à l'aire de repos Sierra Vista pour sa période de pause obligatoire. À minuit 37, le camion de Morrison vint à un arrêt inattendu approximativement 43 km au sud de Reading dans une section isolée d'autoroute sans service ni aire de repos. Le système GPS du camion montra qu'il s'était rangé sur l'épaule de la voie sud. L'ordinateur embarqué enregistra que le moteur tournait encore, mais que le véhicule était stationnaire. Quand Morrison ne répondit pas aux tentatives de point de contrôle de routine, la superviseure de répartition Heather Landon suivit le protocole et tenta de le contacter par téléphone portable et le système de communication intégré du camion. Après 20 minutes sans réponse, Landon contacta la patrouille routière de Californie, demandant une vérification de bien-être sur le conducteur. L'officier Raymond Vasquez arriva sur les lieux à 1h18 du matin pour trouver une scène qui dérouterait les enquêteurs pendant des années. Le camion de Morrison était exactement où les coordonnées GPS l'avaient placé, correctement rangé sur l'épaule avec les feux de détresse activés. Le moteur tournait, les phares étaient allumés et les portes étaient verrouillées. À travers les fenêtres, l'officier Vasquez pouvait voir les effets personnels de Morrison, y compris son téléphone portable, son carnet de bord et une thermos à café à moitié vide, mais aucun signe du conducteur lui-même. Utilisant les codes de dépassement d'urgence du département pour les véhicules commerciaux, fournis pour les situations d'urgence, Vasquez accéda à la cabine. L'évaluation initiale n'indiquait aucun signe de lutte ou de violence, nota Vasquez dans son rapport officiel. La cabine était organisée et intacte. Le siège du conducteur était encore chaud, suggérant que Morrison avait quitté le véhicule récemment. Le plus particulier, ses clés étaient encore dans le contact, et son portefeuille, contenant une pièce d'identité et $147 en espèces, était sur le siège passager. Ce qui rendait la scène particulièrement inhabituelle était l'absence complète d'empreintes de pas ou de perturbations dans le sol meuble entourant le camion. Une légère pluie était tombée depuis plusieurs heures, laissant l'épaule assez boueuse pour enregistrer tout mouvement. Pourtant, il n'y avait aucune trace s'éloignant du véhicule. La caméra de tableau de bord, que la politique de l'entreprise exigeait d'être opérationnelle en tout temps, avait été manuellement désactivée à minuit 34, 3 minutes avant que le camion ne s'arrête. Le mystère s'épaissit quand les enquêteurs examinèrent le journal numérique de Morrison. Sa dernière entrée, faite à minuit 33, contenait un message qui était remarquablement hors caractère pour le conducteur méthodique. Alarme de distribution de poids. Cargaison qui se déplace. Nous allons enquêter. Pacific Northwest Transport confirma qu'aucune alarme de distribution de poids n'avait été déclenchée dans les systèmes du camion, et le conteneur scellé ne montra aucune preuve de falsification ou de cargaison déplacée lors de l'examen. Une recherche approfondie de la zone environnante fut immédiatement initiée utilisant des unités cynophiles, des hélicoptères avec imagerie thermique et des dizaines d'officiers à pied. Le rayon de recherche s'étendit à 8 km dans toutes les directions depuis le camion, mais n'aboutit à aucune trace de Morrison. La seule preuve potentielle découverte fut une seule botte de travail confirmée appartenir à Morrison trouvée approximativement à 360 mètres du camion dans des broussailles denses. La botte ne montrait aucun dommage ni signe de lutte, apparaissant comme si elle avait été placée délibérément plutôt que perdue lors d'une confrontation ou d'un départ précipité. L'enquête prit un tour inquiétant quand les techniciens examinèrent les systèmes électroniques du camion. L'ordinateur embarqué avait enregistré une perte de puissance significative commençant à minuit 31, cohérente avec un système électrique tirant beaucoup plus de courant que tout l'équipement standard du camion combiné. Cette perte continua jusqu'à minuit 36, moment où elle retourna brusquement à des niveaux normaux. Les ingénieurs du fabricant de camions ne purent identifier aucun dysfonctionnement mécanique qui expliquerait cette anomalie. Plus dérangeant fut la récupération de l'audio du système de communication main libre du camion. Bien que la caméra de tableau de bord ait été désactivée, la fonction d'enregistrement audio avait continué à fonctionner indépendamment. Les 90 dernières secondes d'enregistrement capturèrent plusieurs anomalies que les analystes audio médico-légaux peinèrent à expliquer. À l'horodatage minuit 35 minutes 17 secondes, Morrison peut être entendu disant clairement « Ce n'est pas possible. Les scellés sont intacts ». Ceci est suivi de 22 secondes de silence. À minuit 35 minutes 39 secondes, une soudaine rafale de statique noya tout autre son pendant approximativement 7 secondes. Quand l'audio s'éclaircit, la voix de Morrison revient, semblant maintenant distinctement alarmée. « Qui êtes-vous? Comment êtes-vous entré dans le… » L'enregistrement se termine brusquement à minuit 35 minutes 52 secondes. Les enquêteurs interviewèrent d'autres conducteurs qui avaient voyagé le même tronçon de LI-5 cette nuit-là. 3 témoins séparés rapportèrent avoir observé des lumières inhabituelles à proximité d'eux où le camion de Morrison fut trouvé, bien que leur description variait significativement. La camionneuse Eileen Kozlowski,
qui passa l'emplacement en direction nord approximativement 15 minutes avant la disparition de Morrison, décrivit avoir vu de vives lumières bleu-blanc planant environ 9 mètres au-dessus de l'autoroute. Elle supposa initialement que c'était un hélicoptère de police, mais nota l'absence de son alors qu'elle passait. Un autre conducteur, Marcus Washington, rapporta que sa radio CB devenait folle alors qu'il approchait de la zone, avec un statique extrême et ce qui ressemblait à des voix parlant à l'envers. Washington mentionna également que le système électrique de son camion connaissait des pannes momentanées avec les lumières du tableau de bord clignotant et son moteur perdant brièvement de la puissance avant de récupérer. Peut-être le témoignage le plus significatif vint de Kevin Lamar, qui passa le camion de Morrison sur l'épaule vers minuit 40 du matin, quelques minutes après la disparition. J'ai vu les feux de détresse clignoter et ralentis, pensant qu'un autre conducteur pourrait avoir besoin d'aide, déclara Lamar. En passant, j'ai jeté un coup d'œil et j'ai pu voir clairement qu'il n'y avait personne dans la cabine. Ce qui m'a frappé comme étrange était un brouillard ou une brume qui semblait entourer juste ce camion, bien que la pluie se soit arrêtée d'ici là. La brume avait une teinte bleuâtre étrange. J'ai appelé par radio pour demander si tout allait bien, mais n'ai reçu aucune réponse. L'enquête s'étendit pour examiner la vie personnelle et les antécédents de Morrison. Les entretiens avec les membres de la famille, collègues et amis ne révélèrent aucune raison évidente pour une disparition volontaire. Morrison était marié depuis 22 ans avec 2 enfants adultes, maintenait de solides relations familiales et n'avait pas de problèmes financiers ou légaux significatifs. Ses dossiers médicaux ne montraient aucun antécédent de problèmes de santé mentale ou de conditions qui pourraient expliquer un comportement erratique. Sa femme, Diane Morrison, fournit aux enquêteurs des informations qui ajoutèrent une autre couche au mystère. 3 semaines avant qu'il ne disparaisse, Dal m'a dit quelque chose que je n'ai pas pris au sérieux à l'époque, révéla-t-elle lors d'un entretien formel. Il a dit qu'il avait vécu des occurrences étranges pendant ses conduites nocturnes sur LI5. L'électronique de son camion tombait en panne sans explication. Sa radio captait des voix ayant des conversations qui ne ressemblaient pas à la conversation CB normale. 2 fois il a dit avoir vu des lumières inhabituelles rythmant son camion pendant plusieurs miles avant de disparaître. Diane partagea également que son mari avait commencé à prendre des photographies de ses scellés de cargaison avant les départs et à l'arrivée, quelque chose non requis par le protocole de l'entreprise. Il a dit qu'il voulait de la documentation parce que 2 fois dans le mois précédent, il était arrivé à destination pour trouver les scellés intacts, mais avec des preuves que la cargaison avait été dérangée. Les 2 fois, les comptages d'inventaire ne montraient rien de manquant, mais les articles avaient été réarrangés à l'intérieur des conteneurs. Ses superviseurs suggérèrent qu'il avait peut-être mal retenu la configuration de chargement originale. Alors que l'enquête continuait, les autorités découvrirent que Morrison n'était pas le premier conducteur à vivre des phénomènes inhabituels sur ce tronçon particulier de LI5. Les dossiers du département révélèrent 3 incidents précédents depuis 2010 impliquant des camionneurs rapportant des pannes électroniques, des lumières inhabituelles et des perturbations de cargaison inexpliquées au même emplacement approximatif. Aucun de ces incidents n'avait abouti à des disparitions, mais les similitudes ne pouvaient être écartées comme coïncidentelles. 6 mois après la disparition de Morrison, un ouvrier forestier découvrit son badge d'identification Pacific Northwest Transport dans une clairière approximativement 5 km de où son camion avait été trouvé. Le badge ne montrait aucune altération ou dommage d'exposition malgré avoir été à l'extérieur pendant 6 mois. Plus étrangement, il fut trouvé placé soigneusement au sommet d'une pierre plate, positionné comme s'il avait été intentionnellement laissé pour être découvert. L'affaire reste officiellement ouverte mais inactive. Le statut de Dal Morrison est toujours listé comme personne disparue, bien que les circonstances de sa disparition aient conduit beaucoup, y compris certains enquêteurs, à douter que des explications conventionnelles suffiront jamais. Pacific Northwest Transport a depuis mis en œuvre une politique exigeant que les conducteurs voyagent par paire à travers cette section de LI5 pendant les heures nocturnes, et de nombreux camionneurs indépendants refusent les missions de nuit incluant ce tronçon d'autoroute. L'entreprise installa une petite plaque commémorative près de la borne kilométrique 687, où le camion de Morrison fut trouvé. Elle porte une inscription simple, pour Dal Morrison et tous ceux qui voyagent seuls sur ces routes la nuit. Les conducteurs locaux rapportent que des fleurs fraîches apparaissent régulièrement à la plaque, bien que personne n'ait jamais vu qui les place là. Quant au camion de Morrison, il fut finalement remis en service après une inspection mécanique approfondie et un remplacement du système électrique. Cependant, 3 conducteurs différents rapportèrent avoir vécu des pannes électriques inexpliquées, des interférences radio et une sensation persistante d'être observés tout en opérant le véhicule. L'entreprise finit par vendre le camion à un acheteur d'un autre État. L'enquêteur principal James Harmon, qui dirigea l'affaire Morrison pendant 2 ans avant sa retraite, offrit une évaluation sobre dans ses dernières notes de cas. En 30 ans d'application de la loi, j'ai rencontré de nombreuses disparitions inexpliquées.
La plupart finissent par céder à une explication logique. L'affaire Morrison se distingue. L'absence complète de preuves physiques, les anomalies électroniques et l'enregistrement audio suggèrent que quelque chose s'est produit sur cette autoroute qui dépasse notre compréhension conventionnelle. Je laisse cette affaire officiellement non résolue avec la conviction personnelle que quoi qu'il soit arrivé à Dal Morrison cette nuit-là, n'était pas quelque chose que nos cadres d'enquête actuels sont équipés pour comprendre. Le 8 juillet 2019, le chauffeur de camion vétéran Trevor Simmons entreprit ce qui aurait dû être une livraison routinière de Phoenix, Arizona à Salt Lake City, Utah. Le conducteur de 38 ans travaillait pour Continental Shipping depuis près d'une décennie, maintenant un dossier de sécurité exemplaire et une réputation de ponctualité. Sa route programmée l'emmènerait vers le nord le long de l'Interstate 15, à travers les paysages désertiques isolés du nord de l'Arizona et du sud de l'Utah, un voyage qu'il avait complété des dizaines de fois tout au long de sa carrière. Selon le système de suivi de Continental Shipping, Simmons quitta le centre de distribution de Phoenix à 14h15 avec une pleine cargaison d'électronique grand public emballée. Le manifeste listait le poids de la cargaison à 17,4 tonnes, bien dans la limite légale pour sa classe de véhicule. Tout au long de l'après-midi, Simmons fit ses points de contrôle requis avec la répartition, ne rapportant aucun problème alors qu'il entrait en Utah. Sa dernière communication standard vint à 19h42 alors qu'il passait par Cedar City, Utah, approximativement 400 km dans son voyage. « Tout roule bien », dit Simmons à la répartitrice Rachel Winters lors de ce dernier point de contrôle. « Le temps est clair, le trafic est léger, je devrais arriver à Salt Lake vers minuit si rien ne change. » Les journaux de répartition n'indiquent rien d'inhabituel à propos de cette communication, bien que Winters notera plus tard que Simmons semblait peut-être un peu plus fatigué que d'habitude, mais rien d'inquiétant. À 20h37, le système de surveillance de Continental enregistra une déviation inattendue dans la route de Simmons. Son camion quitta l'Interstate 15 à une sortie isolée menant seulement à la Desert Valley Road, une route à deux voies isolées qui dessert une poignée de petits ranchs et une opération minière désaffectée. Ce détour ne faisait pas partie de sa route planifiée, ni n'avait-il communiqué aucune intention de quitter l'autoroute. Quand le camion continua le long de cette route secondaire pendant plus de 20 minutes, la répartition tenta de contacter Simmons pour clarification. Ces tentatives ne reçurent aucune réponse. Suivant le protocole de l'entreprise pour les déviations inattendues, Continental Shipping tenta de joindre Simmons à travers de multiples canaux, radio, téléphone portable et le système de communication intégré du camion, tous sans succès. À 21h14, le GPS du camion montra qu'il était venu à un arrêt complet approximativement 27 km le long de la Desert Valley Road. Le système de diagnostic embarqué transmit des données indiquant que le moteur tournait encore, mais que le véhicule était stationnaire. Quand les tentatives continues de joindre Simmons échouèrent, Continental Shipping contacta la patrouille routière de l'Utah à 21h32, demandant une vérification de bien-être d'urgence. Le soldat Daniel Blackwood arriva sur les lieux à 22h08. Ce qu'il découvrit deviendrait le centre d'une des enquêtes sur une personne disparue les plus déroutantes de l'Utah. Le camion de Simmons était garé proprement sur l'épaule de la route, feu de détresse clignotant, moteur tournant au ralenti régulièrement. Il n'y avait aucun signe de panne mécanique ou d'accident. Les portes étaient verrouillées et à travers les fenêtres, le soldat Blackwood pouvait voir le téléphone portable de Simmons sur le tableau de bord et son carnet de bord ouvert sur le siège passager. Il n'y avait aucun signe du conducteur lui-même. Utilisant les protocoles de dépassement d'urgence, Blackwood accéda au véhicule. Son inspection initiale révéla plusieurs détails inhabituels qu'il documenta dans son rapport. L'intérieur de la cabine était intact sans indication de lutte ou de violence. Les effets personnels du conducteur, portefeuille contenant $127 et pièces d'identité, téléphone portable, tasse à café isolée encore chaude au toucher, étaient tous présents. Le plus notable, les clés restaient dans le contact avec le moteur tournant. La découverte la plus troublante vint quand Blackwood examina le système de journal électronique du camion. La dernière entrée manuelle de Simmons, faite à 20h34, ne disait que « quelque chose ne va pas avec la cargaison. Devient plus lourde. Besoin de vérifier ». Ceci fut suivi d'une alerte système automatisée à 20h52 enregistrant un avertissement de distribution de poids de cargaison indiquant un changement significatif dans la charge. Cependant, quand Blackwood inspecta la remorque, il trouva les portes de cargaison solidement verrouillées avec les scellés de l'entreprise intactes. Le mystère s'épaissit quand les officiers de la patrouille routière conduisirent une recherche préliminaire de la zone environnante. Malgré le terrain sec et poussiéreux qui aurait dû préserver les empreintes de pas, ils ne trouvèrent aucune trace s'éloignant du véhicule. La seule perturbation du sol désertique était un motif circulaire particulier d'approximativement 6 mètres de diamètre centré sur la remorque du camion.
Les spécialistes médico-légaux décriraient plus tard ce motif comme cohérent avec une pression descendante intense qui comprima le sol au-delà de la distribution de poids normal du véhicule. Alors que la recherche de Simmons s'étendait, les autorités amenèrent le contenu de la remorque pour examen. Les scellés de cargaison furent brisés sous supervision et filmés pour preuve. À l'intérieur, les enquêteurs trouvèrent l'expédition électronique exactement comme manifestée sans signe de falsification ou de perturbation. Cependant, les mesures de poids prises sur les lieux révélèrent une divergence significative. La cargaison pesait maintenant 16,3 tonnes, approximativement une tonne de moins qu'au départ de Phoenix. Continental Shipping confirma que les capteurs de poids électroniques sur le camion avaient enregistré un poids augmentant régulièrement pendant le voyage, contrairement aux preuves physiques qui suggéraient maintenant que la charge avait somehow perdu de la masse. Les experts techniques ne purent offrir aucune explication pour cette contradiction. L'enquête prit un tournant encore plus déroutant quand les autorités examinèrent les données des divers systèmes électroniques du camion. L'ordinateur embarqué montra qu'entre 20h37 et 21h14, le camion avait vécu de multiples anomalies électriques, y compris des fluctuations de puissance, des sauts de coordonnées GPS et des dysfonctionnements des instruments du tableau de bord. Le plus significatif, les capteurs de distribution de poids du camion avaient enregistré une augmentation progressive du poids de la cargaison commençant à 20h40. Malgré aucune explication physique pour un tel phénomène, la caméra de tableau de bord, qui aurait dû enregistrer en continu, contenait des images qui se terminaient brusquement à 20h36, une minute avant que Simmons ne dévie de sa route. Les dernières images montraient une conduite autoroutière normale, sans détresse apparente ou occurrence inhabituelle. L'analyse audio des dernières minutes des systèmes d'enregistrement de la cabine ne révéla que du bruit de moteur de routine jusqu'à 20h35 quand un bourdonnement à basse fréquence devint audible, augmentant progressivement en volume jusqu'à ce que l'enregistrement se termine. Les enquêteurs interviewèrent d'autres conducteurs qui avaient été sur l'Interstate 15 ce soir-là. 2 camionneurs rapportèrent avoir observé le véhicule de Simmons peu avant qu'il ne quitte l'autoroute. Tous 2 décrivirent avoir vu une illumination inhabituelle autour de la remorque. Ce n'était pas comme les feux de position normaux, déclara Daniel Friedman, un conducteur pour Midwest Express, qui était approximativement 1 kilomètre derrière Simmons. Il y avait une sorte de lueur bleuâtre venant de dessous la remorque. J'ai pensé que peut-être il avait des problèmes électriques avec son système d'éclairage de dessous. Un autre témoin, la transporteuse indépendante Sophia Reyes, fournit un témoignage encore plus inhabituel. J'ai dépassé Simmons en direction nord vers 20h30. Ce qui a attiré mon attention était comment sa remorque semblait rouler anormalement bas, comme si elle transportait un poids maximum ou au-delà. Le truc étrange, c'est que je me souviens avoir pensé que l'unité tractrice semblait avoir du mal, comme si quelque chose la tirait vers l'arrière. En 20 ans de conduite, je n'ai jamais vu un camion se déplacer comme ça. L'enquête s'étendit pour considérer les antécédents personnels et l'état mental de Simmons. Les entretiens avec les membres de la famille, collègues, et son médecin ne révélèrent aucun motif préoccupant. Simmons n'avait aucun antécédent de problèmes de santé mentale, d'abus de substances ou de problèmes financiers. Il était marié depuis 12 ans avec 2 enfants, maintenait de solides relations familiales et avait récemment reçu une prime de performance de Continental. Il n'y avait aucune indication de détresse personnelle ou d'intention de disparaître. La femme de Simmons, Andrea, fournit aux enquêteurs des informations qui ajoutèrent une autre dimension à l'affaire. 2 semaines avant qu'il ne disparaisse, Trevor a mentionné quelque chose d'étrange qui s'était produit sur sa route de l'Utah, dit-elle au détective. Il a dit qu'il avait vécu ce qu'il appelait une « zone morte » le long de East 15, où sa radio et son téléphone perdaient le signal simultanément. Alors qu'il était dans cette zone morte, il a dit que le camion se sentait différent, plus lourd, plus difficile à diriger. Il m'a dit que ça avait duré environ 10 minutes avant que tout ne revienne à la normale. Il l'a rapporté à son superviseur, mais on lui a dit que c'était probablement juste une panne de tour de communication, coïncidant avec de mauvaises conditions de route. Andrea révéla également que son mari avait commencé à porter un enregistreur audio personnel pendant ses conduites après cet incident. Il voulait de la documentation si ça se reproduisait, expliqua-t-elle. Cet enregistreur ne faisait pas partie des effets personnels trouvés dans le camion. La recherche de Trevor Simmons continua pendant 3 semaines utilisant des équipes au sol, la surveillance par hélicoptère, des chiens cadavres et la technologie d'imagerie thermique. L'opération couvrit plus de 130 km² de désert environnant sans aboutir à aucune preuve significative. Le seul indice potentiel vint d'un relevé aérien infrarouge qui détecta un motif thermique inhabituel s'étendant en ligne droite de où le camion avait été garé jusqu'à un mesa approximativement 5 km à l'est. Ce motif, qui montrait des températures de sol significativement plus fraîches dans un corridor d'environ 3 mètres de large, n'avait aucune explication géologique ou botanique. 6 mois après la disparition de Simmons,
un randonneur récréatif découvrit son badge d'identification Continental Shipping à la base du Mesa qui avait montré l'anomalie thermique. Le badge ne montrait aucune altération ou dommage environnemental malgré des mois d'exposition aux conditions désertiques rudes. Plus dérangeant fut la découverte que la bande magnétique à l'arrière du badge avait été complètement démagnétisée et le plastique stratifié contenait des motifs de fractures microscopiques cohérents avec une exposition à une pression intense. L'affaire reste officiellement classée comme une enquête ouverte sur une personne disparue. Continental Shipping a depuis mis en œuvre une politique exigeant que les conducteurs voyagent par paire à travers cette section de l'Interstate 15, particulièrement pendant les heures du soir. L'entreprise a également modernisé sa flotte avec des systèmes de suivi et de communication améliorés qui fonctionnent sur plusieurs bandes de fréquences simultanément pour prévenir des pannes de communication similaires. Le camion de Trevor Simmons fut examiné en profondeur par de multiples firmes d'ingénierie indépendantes avant d'être remis en service. Malgré l'absence de problèmes mécaniques ou structurels identifiés, 3 conducteurs ultérieurs rapportèrent avoir vécu des phénomènes inhabituels tout en opérant le véhicule, y compris des pannes électriques, des avertissements de distribution de poids inexpliqués, et une sensation persistante de quelque chose se déplaçant dans la remorque. Continental Shipping finit par retirer le véhicule du service actif. La section de la Desert Valley Road où Simmons a disparu est devenue une sorte de repère macabre. Certains camionneurs font des détours spécifiquement pour passer par l'emplacement, tandis que d'autres refusent des missions qui les emmèneraient près de la zone. Les résidents locaux rapportent que le site attire occasionnellement des chercheurs de phénomènes inexpliqués, ainsi que des individus laissant des articles commémoratifs pour le conducteur disparu. Le docteur Eleanor Richard, physicienne de l'Université de l'Utah, qui examina les motifs de compression du sol dans le cadre de l'enquête, offrit peut-être l'évaluation la plus stimulante. Les preuves physiques sur les lieux suggèrent des forces à l'œuvre qui ne peuvent pas être expliquées par des facteurs mécaniques ou environnementaux conventionnels. Le motif de compression, l'anomalie thermique, et la divergence de poids de la remorque pointe vers quelque chose qui a opéré en dehors de nos paramètres physiques standards. Bien que j'hésite à spéculer au-delà des données empiriques, je peux affirmer avec certitude scientifique que quoi qu'il se soit produit cette nuit-là impliquait des transferts d'énergie et des anomalies gravitationnelles qui méritent des recherches supplémentaires. La disparition de Trevor Simmons reste l'un des cas les plus documentés mais complètement inexpliqués de l'histoire moderne des transports. Pour la communauté des camionneurs, elle sert de rappel sobre des vastes paysages isolés qu'ils traversent et des phénomènes inexpliqués qui se produisent parfois dans les espaces liminaux entre les villes, dans les heures sombres quand la plupart du monde dort. Le 15 novembre 2017, le camionneur longue distance Michael Reynolds partit d'un centre de distribution à Toledo, Ohio, transportant des pièces automobiles vers une installation de fabrication à Winnipeg, Manitoba. Le conducteur de 41 ans travaillait pour Heartland Logistics depuis près de 8 ans, établissant une réputation de fiabilité et de conscience de la sécurité. Sa route planifiée l'emmènerait à travers la péninsule supérieure du Michigan et à travers le Minnesota avant de franchir la frontière canadienne, un voyage d'approximativement 1900 km qu'il avait complété de nombreuses fois dans sa carrière. Selon le système de suivi de Heartland, le voyage de Reynolds se déroula sans incident à travers le Michigan. Il fit ses points de contrôle programmés avec la répartition, rapportant de bonnes conditions de route malgré une légère neige commençant à tomber alors qu'il approchait de la frontière du Wisconsin. Sa dernière communication de routine eut lieu à 22h13 alors qu'il entrait au Minnesota, informant la répartition qu'il ferait son arrêt de repos obligatoire au Pine Ridge Truck Plaza, approximativement 145 km plus loin. À 23h47, le système de surveillance de l'entreprise enregistra un changement inattendu dans le schéma de conduite de Reynolds. Son camion, qui avait maintenu une vitesse régulière de 100 km/h, décéléra soudainement avant de venir à un arrêt complet sur un tronçon isolé de l'autoroute 53, approximativement 48 km au sud d'International Falls. Cette section d'autoroute est particulièrement isolée, traversant une forêt dense sans service ni résidence sur plusieurs kilomètres dans chaque direction. Quand Reynolds ne répondit pas aux tentatives de points de contrôle standard, le superviseur de répartition Martin Wilson initia des protocoles d'urgence, contactant la patrouille d'État du Minnesota à minuit 5. La soldate Elizabeth Carvey arriva sur les lieux à minuit 43, découvrant une scène qui deviendrait le centre d'une enquête qui reste non résolue à ce jour. Le camion de Reynolds fut trouvé correctement rangé sur l'épaule, feu de détresse clignotant, moteur toujours tournant. Les portes étaient verrouillées et à travers les fenêtres, la soldate Carvey n'observa aucun signe de perturbation à l'intérieur de la cabine. Après avoir accédé au véhicule, elle documenta une scène qui défiait l'explication conventionnelle. Les effets personnels de Reynolds, portefeuille, téléphone portable, tasse à café isolée encore à moitié pleine et chaude, restaient dans la cabine. Son carnet de bord gisait ouvert sur le siège passager avec une entrée partielle qui se terminait au milieu d'une phrase.
lumières arrivantes inhabituelles sur l'autoroute, ne correspondant à aucun véhicule que j'ai vu. Je me range pour le laisser passer. La caméra de tableau de bord, que la politique de l'entreprise exigeait d'être opérationnelle en tout temps, contenait des images qui se terminaient brusquement à 23h45, 2 minutes avant que le camion ne s'arrête. Les dernières images montraient l'autoroute sombre et vide devant, illuminée seulement par les phares du camion. Dans les 3 dernières secondes de l'enregistrement, une lumière brillante apparaît à l'extrême bord du champ de vision de la caméra, augmentant rapidement en intensité jusqu'à ce que l'écran blanchisse complètement et que l'enregistrement se termine. L'aspect le plus déroutant de la scène était l'état du pare-brise du camion. Bien qu'intacte, la surface intérieure affichait un motif inhabituel que les spécialistes médico-légaux décriraient plus tard comme un résidu cristallin cohérent avec un gel rapide. Cette substance, analysée, s'avéra être de la condensation d'eau ordinaire qui avait gelé instantanément malgré le système de chauffage de la cabine fonctionnant à pleine capacité. Plus dérangeant fut la découverte que la fenêtre côté conducteur exhibait une empreinte de main parfaite sur sa surface intérieure, confirmée par analyse d'empreintes digitales comme appartenant à Reynolds. Le motif suggérait qu'il avait pressé sa paume contre le verre avec une force significative. À l'extérieur du véhicule, la soldate Carvey nota un motif inhabituel de perturbation dans la légère neige qui s'était accumulée sur l'épaule. S'étendant du côté conducteur du camion se trouvait une seule série d'empreintes de pas, confirmées par mesure comme correspondant à la pointure de botte de Reynolds, qui procédait approximativement 2 mètres depuis le véhicule avant de s'arrêter brusquement. Il n'y avait aucune indication que les empreintes continuaient, revenaient au véhicule, ou étaient obscurcies par des facteurs externes. Comme Carvey nota dans son rapport officiel, il apparaît que le sujet a simplement disparu au milieu d'une foulée. La recherche de Michael Reynolds commença immédiatement avec des officiers supplémentaires arrivant dans l'heure. Au lever du jour, une opération complète était en cours, utilisant des unités cynophiles, des hélicoptères avec capacité d'imagerie thermique et des dizaines d'officiers à pied. Malgré des conditions de recherche idéales, neige fraîche qui préserverait toute trace, temps clair et terrain ouvert dans de nombreuses zones, aucune trace de Reynolds ne fut découverte au-delà de ces 7 empreintes de pas s'éloignant de son camion. L'enquête prit un tournant inhabituel quand les officiers examinèrent les données du téléphone portable de Reynolds et du système informatique embarqué du camion. Commençant approximativement à 23h30, Reynolds avait tenté de faire 4 appels à la ligne d'urgence de répartition de Heartland, aucun desquels n'avait été reçu par l'entreprise. Le système de communication du camion enregistra de multiples tentatives de transmission d'un signal d'urgence pendant le même laps de temps, également infructueuses. Les spécialistes techniques confirmèrent que les 2 systèmes avaient fonctionné normalement, mais semblaient avoir rencontré une interférence externe qui bloquait toutes les communications sortantes. Une analyse plus poussée des systèmes électroniques du camion révéla des anomalies supplémentaires. Entre 23h43 et 23h47, l'ordinateur embarqué enregistra des fluctuations extrêmes dans le système électrique avec des surtensions dépassant les paramètres de fonctionnement normaux du véhicule de plus de 300%. Le système de diagnostic du moteur enregistra une chute de température momentanée dans la cabine de 22 degrés Celsius à moins 2 degrés Celsius en moins de 30 secondes avant de revenir à la normale. Un changement environnemental que les ingénieurs jugèrent physiquement impossible étant donné l'isolation et les capacités de chauffage du véhicule. Les enquêteurs interviewèrent d'autres conducteurs qui avaient voyagé sur l'autoroute 53 cette nuit-là. 2 témoins rapportèrent avoir observé des phénomènes inhabituels à proximité de où Reynolds avait disparu. Caroline Murray, conduisant en direction sud, rapporta avoir dépassé le camion de Reynolds en direction nord vers 23h40. Ce qui a attiré mon attention était une lumière brillante qui semblait suivre son camion à distance, déclara Murray. Au début, j'ai pensé que c'était un autre véhicule avec ses feux de route allumés. Mais la lumière était trop concentrée et trop blanche, presque bleu-blanc, comme une LED à son réglage le plus élevé. Elle ne se déplaçait pas comme un véhicule normal non plus. Elle semblait dériver légèrement d'un côté à l'autre tout en maintenant la même distance derrière lui. Un autre témoin, Thomas Blackwood, avait conduit approximativement 3 km derrière Reynolds. Vers 23h45, j'ai vu ce qui ressemblait à un éclair de vent, sauf qu'il était concentré en un seul endroit sur l'autoroute. Il n'y avait pas de tempête cette nuit-là. Le ciel était clair avec une légère neige. Cette lumière était assez brillante pour que je doive protéger mes yeux. Quand j'ai pu revoir, j'ai remarqué des feux de détresse sur les pôles devant. Au moment où j'ai atteint l'endroit, il n'y avait aucun autre véhicule visible excepté le camion avec ses flashers allumés. J'ai ralenti mais ne me suis pas arrêté puisque tout semblait correctement garé et j'ai supposé que le conducteur prenait juste une pause. L'enquête s'étendit pour examiner les antécédents et l'état mental de Reynolds avant sa disparition. Les entretiens avec les membres de la famille, collègues et son médecin ne révélèrent aucun motif préoccupant.
Reynolds n'avait aucun antécédent de problèmes de santé mentale, d'abus de substances ou de problèmes financiers. Il était décrit comme heureusement marié avec 3 enfants, financièrement stable et professionnellement satisfait. Il n'y avait aucune indication de détresse personnelle ou d'intention de disparaître. Sa femme, Jennifer Reynolds, fournit aux enquêteurs des informations qui ajoutèrent du contexte à l'affaire. 3 semaines avant qu'il ne disparaisse, Mike m'a parlé de quelque chose d'étrange qui s'était produit sur sa route du Minnesota, dit-elle au détective. Il a dit qu'il avait vu des lumières inhabituelles sur l'autoroute qui ne correspondaient à aucun véhicule qu'il reconnaissait. Il les a décrites comme trop brillantes et trop fluides dans leur mouvement. Il l'a rapporté à son superviseur, mais on lui a dit que c'était probablement juste un autre conducteur avec des phares modifiés ou possiblement des véhicules d'urgence répondant à un accident. Jennifer révéla également que son mari avait commencé à prendre une route différente à travers Minnesota quand c'était possible après cet incident, ajoutant approximativement 65 km à son voyage. Il n'a jamais dit qu'il avait peur exactement, expliqua-t-elle. Mike n'était pas ce genre de personne, mais il a dit que les lumières lui donnaient un mauvais sentiment et qu'il préférait éviter ce tronçon d'autoroute quand il le pouvait. La nuit où il a disparu, sa route alternative était fermée en raison de travaux routiers, alors il a dû prendre l'autoroute 53. La recherche de Michael Reynolds continua pendant 4 semaines avant d'être réduite à des patrouilles périodiques et des suivis d'enquête. Tout au long de cette période, pas une seule preuve physique supplémentaire ne fut découverte. Le seul développement vint 2 mois après sa disparition quand un ouvrier forestier trouva la casquette Heartland Logistique de Reynolds suspendue à une branche d'arbre approximativement 3,6 mètres au-dessus du niveau du sol, près de 5 km de où son camion avait été abandonné. La casquette ne montrait aucun dommage dû aux intempéries ou effet d'exposition malgré avoir été à l'extérieur pendant un hiver du Minnesota. L'affaire reste officiellement classée comme une enquête ouverte sur une personne disparue. Heartland Logistique a mis en œuvre une politique exigeant que les conducteurs voyagent par paire à travers cette section de l'autoroute 53, particulièrement pendant les heures nocturnes. L'entreprise a également modernisé sa flotte avec des systèmes de communication améliorés, fonctionnant sur plusieurs fréquences simultanément pour prévenir des blocages de signal similaires. Le camion de Reynolds subit un examen approfondi par des ingénieurs mécaniques, des spécialistes électriques et des techniciens médico-légaux avant d'être remis en service. Malgré l'absence de problèmes structurels ou mécaniques identifiés, 2 conducteurs ultérieurs rapportèrent avoir vécu des pannes électriques et des zones de froid inexpliquées tout en opérant le véhicule. Heartland finit par retirer le camion de leur flotte et le donna à un collège technique à des fins de formation après avoir retiré tous les numéros d'identification et repeint le véhicule. Le tronçon de l'autoroute 53 où Reynolds a disparu a acquis une réputation parmi les camionneurs, dont beaucoup refusent des missions qui nécessiteraient d'emprunter cette route après la tombée de la nuit. Les résidents locaux rapportent que les conducteurs augmentent souvent leur vitesse significativement en passant à travers cette section spécifique indépendamment des conditions météorologiques ou des limites affichées. Le docteur Ella Sorenson, professeur de physique atmosphérique qui a consulté sur l'affaire, offrit peut-être l'évaluation la plus stimulante. Les preuves physiques, le motif de gel instantané, les anomalies électriques, la perturbation de communication suggèrent un événement impliquant des transferts d'énergie qui échappent à la compréhension conventionnelle. La chute de température enregistrée dans la cabine nécessiterait une extraction énorme et instantanée d'énergie thermique que nos modèles actuels de thermodynamique ne peuvent pas facilement expliquer dans cet environnement. Pour la famille Reynolds, l'absence de conclusion reste l'aspect le plus difficile de l'affaire. Jennifer Reynolds continue de plaider pour l'enquête. Maintenant un site web dédié à la disparition de son mari et aux circonstances inhabituelles l'entourant. Quelqu'un quelque part sait quelque chose, déclara-t-elle dans une récente interview. Que ce soit un autre conducteur qui a vu quelque chose cette nuit-là ou quelqu'un avec des connaissances spécialisées sur ces phénomènes sur les autoroutes isolées, je crois qu'il y a des réponses là-bas. Ce qui est arrivé à Mike n'était pas une disparition conventionnelle, et nous ne le trouverons pas par des moyens conventionnels. La disparition de Michael Reynolds demeure l'un des cas les plus documentés mais complètement inexpliqués de l'industrie moderne du camionnage. Pour ceux qui voyagent sur les autoroutes isolées de l'Amérique pendant les heures tardives, particulièrement à travers les forêts nordiques du Minnesota, elle sert de rappel sobre des phénomènes inexpliqués qui s'immiscent occasionnellement dans les routines de ceux qui gagnent leur vie sur la route. De nombreux conducteurs rapportent maintenant maintenir leur propre caméra de tableau de bord, séparée de l'équipement de l'entreprise, espérant capturer des preuves des lumières mystérieuses si elles devaient réapparaître sur l'autoroute 53. Le 21 mars 2020, le camionneur vétéran Samuel Corbin partit d'un centre de distribution à Billings, Montana, transportant une cargaison de fournitures médicales destinées à des hôpitaux à Seattle, Washington. Le conducteur de 52 ans travaillait pour Westland Transport depuis plus de 16 ans, maintenant un dossier de sécurité exemplaire tout au long de sa carrière.
Sa route planifiée l'emmènerait à travers les montagnes rocheuses du Nord via l'Interstate 90, un voyage qu'il avait complété des centaines de fois sans incident. Selon le système de suivi numérique de Westland, le voyage de Corbin se déroula de manière routinière tout au long de l'après-midi. Il fit ses points de contrôle programmés avec la répartition, rapportant de bonnes conditions de route malgré une pluie intermittente alors qu'il approchait de la frontière de l'Idaho. Sa dernière communication standard eut lieu à 20h42 alors qu'il passait par Coeur d'Alene, Idaho, où il confirma son intention de continuer à conduire pendant encore 2 heures avant de s'arrêter à l'aire de repos Cascade View pour sa période de pause obligatoire. À 22h17, le camion de Corbin dévia inopinément de l'Interstate 90, prenant la sortie 34 vers une route secondaire qui menait dans une zone boisée isolée. Ce détour non planifié déclencha une alerte automatique dans le système de surveillance de Westland. Quand la répartition tenta de contacter Corbin pour clarification, ils ne reçurent aucune réponse à travers aucun canal de communication, ni le système intégré du camion, son téléphone portable de l'entreprise, ni la radio CB. Suivant le protocole pour les déviations inexpliquées, la superviseure de répartition Teresa Langley contacta la patrouille d'État de Washington à 22h31. Le soldat James Wilson fut envoyé pour enquêter, arrivant sur les lieux à 23h08. Ce qu'il découvrit deviendrait le centre d'une des affaires de personnes disparues les plus déroutantes de Washington. Le camion de Corbin fut trouvé correctement garé sur une large épaule approximativement 11 km de la sortie de l'autoroute. Le moteur tournait encore, les phares allumés, feu de détresse activé. Les portes étaient verrouillées, et à travers les fenêtres, le soldat Wilson ne pouvait voir aucun signe de perturbation à l'intérieur de la cabine. Après avoir accédé au véhicule, il documenta une scène qui défiait l'explication conventionnelle. Les effets personnels de Corbin, portefeuille contenant pièces d'identité et $216 en espèces, téléphone portable de l'entreprise et carnet de bord restaient dans la cabine. Une thermos de café était encore chaude au toucher. La dernière entrée du carnet de bord, faite à 22h12, contenait une seule ligne, diffusion inhabituelle venant par la radio. Nous allons enquêter sur la source de fréquence. La découverte la plus déroutante fut l'état des systèmes électroniques du camion. L'affichage du tableau de bord fonctionnait normalement, mais les lectures numériques affichaient des valeurs impossibles. Le thermomètre externe indiquait -40°C malgré une température réelle d'environ 7°C, et l'horloge était figée à 22h17, cyclant en arrière et en avant entre 22h16 et 22h18 continuellement. La radio CB du camion émettait un ton continu à basse fréquence que le soldat Wilson décrivit dans son rapport comme « contrairement à toute interférence radio que j'ai rencontrée en 15 ans de service ». La caméra de tableau de bord, que la politique de l'entreprise exigeait d'être opérationnelle en tout temps, contenait des images qui se terminaient brusquement à 22h15, 2 minutes avant que le camion n'ait quitté l'autoroute. Les dernières images montraient une conduite autoroutière normale, mais la portion audio captura une séquence inhabituelle. Une rafale de statique suivie de ce qui ressemblait à une voix humaine parlant à une fréquence extrêmement basse. Les spécialistes audio analysèrent plus tard cet enregistrement et déterminèrent que c'était une voix humaine jouée à approximativement 30% de la vitesse normale, rendant les mots inintelligibles en temps réel. À l'extérieur du véhicule, le soldat Wilson découvrit une seule série d'empreintes de pas menant de la porte côté conducteur dans la forêt environnante. Les empreintes, plus tard confirmées correspondre aux bottes de travail de Corbin, procédèrent approximativement 9 mètres depuis le camion avant de disparaître brusquement à la base d'un grand cèdre. Malgré le sol mouillé par la pluie douce qui aurait dû préserver toute trace, il n'y avait aucune indication que les empreintes continuaient, changeaient de direction ou étaient obscurcies par des facteurs externes. La recherche de Samuel Corbin commença immédiatement avec des officiers supplémentaires arrivant dans l'heure. Au matin, une opération complète était en cours, utilisant des unités cynophiles, des hélicoptères avec capacité d'imagerie thermique et des dizaines d'officiers et volontaires à pied. La recherche s'étendit pour couvrir 13 km² de forêt dense entourant l'emplacement du camion, mais n'aboutit à aucune autre preuve des mouvements ou de la localisation de Corbin. L'enquête prit un tournant troublant quand les techniciens examinèrent les données du système informatique embarqué du camion. Commençant à 22h07, le système avait enregistré une série de lectures électromagnétiques anormales dans l'environnement immédiat autour du véhicule. Des pointes d'activité que les ingénieurs de Westland Transport ne purent attribuer à aucun équipement connu dans le camion ou aux sources externes communes. Plus inquiétant fut la découverte qu'entre 22h14 et 22h17, le système électrique du camion avait vécu une surtension mesurant plus de 400% au-dessus des paramètres de fonctionnement normaux. Pourtant, aucun fusible n'avait sauté et aucun circuit n'avait été endommagé. Les enquêteurs interviewèrent d'autres conducteurs qui avaient voyagé sur l'Interstate 90 cette nuit-là. 3 témoins séparés rapportèrent des expériences inhabituelles à proximité de où Corbin avait quitté l'autoroute. Martin Delaney,
conduisant approximativement 15 minutes devant Corbin, déclara que sa propre radio CB avait capté une diffusion inhabituelle vers 22 heures. Ce n'était pas la conversation typique de camionneur, expliqua Delaney. Au début, j'ai pensé que c'était une station de langue étrangère qui passait à travers, mais la voix avait une qualité inhabituelle, presque mécanique, mais avec des inflexions humaines. Après environ 30 secondes, ma radio est complètement tombée en panne et n'a pas fonctionné à nouveau jusqu'à ce que je sois presque à Spokane. Une autre conductrice, Vanessa Torres, rapporta avoir passé la sortie 34 vers 22h20 et observé une colonne de ce qui ressemblait à de la brume ou de la fumée s'élevant de la forêt, environ 1 km de l'autoroute. Torres supposa initialement que c'était un petit feu de forêt, mais nota que la colonne avait une teinte bleuâtre étrange et restait parfaitement verticale malgré le vent cette nuit-là. Elle l'a signalé au service d'urgence. Mais au moment où les équipes d'incendie arrivèrent à 22h45, il n'y avait aucune preuve de feu ou de fumée dans la zone. Peut-être le témoignage le plus significatif vint de Peter Hawkins, qui avait conduit approximativement 5 km derrière Corbin. Vers 22h15, le système électrique de mon camion est devenu fou, déclara Hawkins. Lumière clignotant, jauge du tableau de bord sautant partout, radio changeant de station toute seule. Puis ma radio CB s'est allumée toute seule et j'ai entendu une voix répétant la même phrase encore et encore. Quelque chose qui ressemblait à retourner au point d'origine. La voix avait une qualité d'écho étrange, comme si elle venait du fond d'un puits. Ça a continué pendant peut-être 1 minute. Puis tout est revenu à la normale. Quand j'ai passé la sortie 34, j'ai eu une forte impulsion de prendre cette sortie. Comme une envie irrésistible. J'ai dû serrer mon volant plus fort pour rester sur l'autoroute. Je n'ai jamais ressenti quelque chose comme ça avant ou depuis. L'enquête s'étendit pour examiner les antécédents personnels et l'état mental de Corbin avant sa disparition. Les entretiens avec les membres de la famille, collègues, et son médecin ne révélèrent aucun motif préoccupant. Corbin n'avait aucun antécédent de problèmes de santé mentale, d'abus de substances ou de problèmes financiers. Il était décrit comme divorcé contentement depuis 5 ans, maintenant de bonnes relations avec ses 2 enfants adultes, et avait récemment acheté un petit chalet dans le Montana, où il prévoyait de prendre sa retraite éventuellement. Sa fille, Rebecca Corbin, fournit aux enquêteurs des informations qui ajoutèrent du contexte à l'affaire. Environ 2 semaines avant qu'il ne disparaisse, mon père m'a appelé l'air perplexe, dit-elle au détective. Il a dit qu'il avait vécu des interférences radio inhabituelles pendant ses conduites nocturnes sur LI 90. Il les a décrites comme des voix qui semblaient ralenties passant à travers même quand la radio était éteinte. Il en avait parlé à son superviseur et aux mécaniciens de l'entreprise, mais ils n'ont trouvé aucun problème avec son équipement et ont suggéré que c'était peut-être des interférences de communication militaire dans la zone. Rebecca révéla également que son père avait commencé à enregistrer ses diffusions étranges utilisant un enregistreur numérique personnel qui ne faisait pas partie des objets récupérés de son camion. Il m'a dit qu'il allait compiler ces enregistrements et les soumettre à un ami ingénieur qui travaillait dans les communications. Il était méthodique de cette façon, voulait toujours comprendre comment les choses fonctionnaient et pourquoi elles se produisaient. La recherche de Samuel Corbin continua pendant 3 semaines avant d'être réduite à des patrouilles périodiques et des suivis d'enquête. Tout au long de cette période, seule une preuve supplémentaire fut découverte. L'enregistreur numérique de Corbin fut trouvé 7 semaines après sa disparition par des randonneurs, suspendu à une branche d'arbre approximativement 3,6 mètres du sol, près de 3 km de où son camion avait été abandonné. L'appareil ne montrait aucun dommage dû aux intempéries malgré l'exposition aux éléments, et sa batterie était complètement chargée, une impossibilité étant donné la durée de vie connue de la batterie de l'appareil de 48 heures. Quand le contenu de l'enregistreur fut analysé, les enquêteurs trouvèrent ces fichiers audio enregistrés entre le 8 et le 21 mars. S'y contenait l'interférence radio que Corbin avait décrite à sa fille. Des voix parlant, à ce que les spécialistes audio confirmèrent, comme étant approximativement 30% de la vitesse normale de la parole humaine. Quand ces enregistrements furent accélérés au schéma de parole humaine normaux, le contenu devint clair. Des fragments de ce qui apparaissait être des communications de camionnage standard, mais discutant des routes et emplacements qui n'existaient sur aucune carte actuelle. L'enregistrement final, horodaté 22h14 le 21 mars, moment avant la disparition de Corbin, ne contenait que 18 secondes d'audio. La voix de Corbin disant « Je peux le voir maintenant à travers les arbres », la source de la diffusion. Ce n'est pas possible, suivi d'un son que les ingénieurs audio décrivirent comme similaire à la distorsion atmosphérique causée par une décharge électrique extrême, mais avec des harmoniques qui ne correspondent à aucun phénomène électrique naturel ou artificiel connu. L'affaire reste officiellement classée comme une enquête ouverte sur une personne disparue. Westland Transport a mis en œuvre une politique interdisant aux conducteurs de quitter l'autoroute entre Coeur d'Alene et Spokane pendant les heures nocturnes sans autorisation directe de la répartition.
Ils ont également modernisé leur flotte avec des systèmes de communication améliorés, dotés d'un blindage électromagnétique et de sources d'alimentation de secours. Le camion de Corbin subit un examen approfondi par des ingénieurs électriques, des spécialistes des communications et des techniciens médico-légaux avant d'être remis en service. Malgré l'absence de problèmes mécaniques identifiés, 3 conducteurs différents rapportèrent avoir vécu des interférences radio inhabituelles et des dysfonctionnements d'instruments tout en opérant le véhicule sur la même route. Westland finit par retirer le camion du service interétatique, le réaffectant à des routes de livraison locale qui n'incluaient pas le corridor de tel I-90 où Corbin avait disparu. Le tronçon de route secondaire où le camion de Corbin fut trouvé à développer une réputation parmi les camionneurs, dont beaucoup refusent de prendre la sortie 34 sous aucune circonstance, particulièrement après la tombée de la nuit. Les résidents locaux rapportent que les communications radio CB tombent souvent silencieuses alors que les conducteurs passent cette sortie, avec de nombreux camionneurs changeant de canaux ou éteignant complètement leur radio en approchant de la zone. Le docteur Raymond Castellano, ingénieur électrique qui a consulté sur l'affaire, offrit peut-être l'évaluation la plus stimulante. Les anomalies électromagnétiques enregistrées par les systèmes du camion combinées avec les phénomènes audio et les caractéristiques de puissance inexplicable de l'appareil d'enregistrement récupéré suggèrent des interactions avec des formes d'énergie que notre compréhension scientifique actuelle ne peut pas pleinement expliquer. La nature localisée de ces phénomènes, centrée autour d'un emplacement géographique spécifique, est particulièrement significative et mérite une investigation plus poussée. Pour la famille Corbin, l'absence de conclusion reste dévastatrice. Rebecca Corbin continue de plaider pour l'enquête, maintenant un site web dédié à la disparition de son père et aux circonstances inhabituelles l'entourant. Les autorités ont traité ceci initialement comme une affaire standard de personnes disparues, déclara-t-elle dans une récente interview. Mais il n'y avait rien de standard à propos de ce qui est arrivé à mon père. Les preuves pointent vers quelque chose au-delà de l'explication conventionnelle, quelque chose qui communiquait à travers des fréquences radio et qui l'a somehow attiré hors de l'autoroute. Nous n'avons peut-être pas le cadre scientifique pour comprendre pleinement ce qui s'est produit cette nuit-là, mais l'écarter comme une disparition routinière garantit que nous ne le ferons jamais. La disparition de Samuel Corbin reste l'un des cas les plus documentés mais inexpliqués de l'industrie moderne du camionnage. Pour ceux qui voyagent sur les autoroutes de l'Amérique pendant les heures tardives, particulièrement à travers les forêts isolées du Nord-Ouest Pacifique, elle sert de rappel troublant des phénomènes inconnus qui se manifestent occasionnellement dans ces corridors isolés. De nombreux conducteurs maintiennent maintenant leur propre équipement d'enregistrement et voyage en convoi en passant par la zone après la tombée de la nuit, refusant de risquer de devenir la prochaine entrée inexpliquée dans le catalogue croissant des camionneurs qui ont disparu en suivant des fréquences mystérieuses dans la nuit.